Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le nouveau podcast du bien vivre et du bien vieillir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Madame Aline Burguette, présidente de l'association Carence, sur le maintien à domicile notamment. Bonjour Aline Burguette, Bonjour, je suis très heureux de pouvoir passer un peu de temps avec vous aujourd'hui moi de même. et d'échanger autour de votre association et de votre implication depuis de nombreuses années. Donc, comme vous le savez, de par mon activité de coaching, je souhaite mettre en lumière des personnes passionnées ou passionnantes qui gravitent de près ou de loin avec le monde des seniors ou des futurs seniors ou des personnes âgées, parce que déjà nous sommes et nous serons tous concernés. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez en quelques mots vous présenter s'il vous plaît et nous présenter l'association Carence? Oui, donc je suis Aline Burguette, je suis la fondatrice et la présidente de l'association Carence. L'association a été créée en 2011 dans le but du maintien à domicile des personnes à mobilité réduite, âgées, en situation de handicap et atteintes de pathologie. Donc nous fonctionnons en mode mandataire car nous sommes une association humanitaire et d'intérêt général reconnue en 2011. Donc nous fonctionnons à but non lucratif. D'accord. Et concrètement, est-ce que vous pouvez m'en dire davantage sur les services que vous proposez aux personnes qui viennent vous voir? Peut-être par déduction, en premier lieu les familles, j'imagine. Alors il y a plusieurs cas de figure. 70-75% du temps, ce sont effectivement soit les personnes aidées elles-mêmes, soit les familles qui nous contactent dans le cadre d'un maintien à domicile de leurs parents, voire grands-parents. Il y a 25% du temps, c'est le système médico-social, à savoir les assistantes sociales des soins, des SSR de Cambo par exemple, et également des centres hospitaliers. Donc on est interpellé dans le cadre de sorties d'hospitalisation. D'accord. Et c'est toujours dans le cadre d'une prise en charge globale de la personne. À domicile. À domicile. Toujours à domicile. Oui. Donc, et vous avez une équipe, on va dire, d'intervention, une équipe d'accompagnement. Oui, bien sûr, on a 130 intervenants en tout. Donc il y a des aides ménagères, des assistantes de vie, des auxiliaires de vie et des aides-soignantes dans le cadre des dispositifs fin de vie. Puisque le but de l'association, c'est de maintenir les personnes qui le souhaitent à domicile, y compris sur les fins de vie. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée précise ou pas du nombre d'accompagnants de personnes que vous accompagnez, plus ou moins? Oui, on en a 198. 198. Oui. D'accord. Et depuis, par exemple, toutes ces personnes, depuis longtemps, elles travaillent avec vous? Ah, vous parlez des intervenants Ouais, tout à l'heure. non, je parle Des bénéficiaires. des Des bénéficiaires. personnes aidées. Ouais, des personnes aidées, exactement. Donc ça dépend. Elles sont des fois chez nous sur des courts séjours parce qu'on est sur des dispositifs fin de vie. Ouais. Donc on leur permet effectivement de fermer les yeux chez eux, dans leur lit. Et c'est beaucoup. Voilà. Souvent, le cas de figure, c'est qu'on nous interpelle pour des besoins d'entretien du logement, des courses, etc. Puisque la personne âgée a des problèmes de mobilité. Et au fil des années, on accompagne ces personnes sur leur perte de mobilité et bien souvent sur leurs troubles de cognition. Donc ça nous permet de les accompagner pendant de nombreuses années avec les mêmes intervenantes. Et du coup, vous échangez beaucoup avec les familles, Oui. avec les aidants justement, Il y a un des lien bénéficiaires. de soutien effectivement aux aidants. Donc notre permanence est ouverte du lundi au samedi et la permanence téléphonique tous les jours et 24 heures sur 24. Faut dire que les personnes n'en abusent pas. Les nuits, les personnes âgées ne nous appellent pas trop parce que c'est sécurisant pour elles de savoir qu'au cas où elles auront un numéro d'appel et quelqu'un au bout de fil. Mais c'est vrai qu'elles n'en abusent pas. Donc on est là effectivement pour épauler les aidants parce que sur des pathologies de dégénérescence neurologique, le type Alzheimer, Parkinson, etc., c'est extrêmement lourd à vivre, sachant que c'est du 24 sur 24. Et vous pensez que vous avez même la conviction que justement les familles ou les aidants
ont un rôle essentiel dans le vieillissement des personnes ou dans le bon vieillissement des personnes. Vous savez, autrefois, c'est pas si vieux, hein, c'est histoire d'une à deux générations, les personnes âgées se maintenaient chez elles, et autrefois c'était souvent la bru qui s'occupait d'elles, et souvent dans les familles basques, c'est toujours la fille aînée qui est dévolue à ce rôle, parce que justement on voulait respecter la dignité de la personne âgée. C'est quoi respecter la dignité? C'est prendre soin de ses souhaits et désirs et les respecter tant que faire se peut. Et dans d'autres, vous parliez à l'époque, on va dire, mais même actuellement dans d'autres pays très proches culturellement, même l'Espagne par exemple, ou le Portugal, ou même l'Italie, on garde un petit peu plus, on va dire, peut-être cet esprit de solidarité, de fraternité familiale, etc. C'est vrai. Ouais, au niveau du lien familial, c'est beaucoup plus accru. Je connais bien l'Espagne. En Espagne, on respecte beaucoup plus la personne âgée, à savoir ses souhaits, encore une fois, et ses désirs. Les familles espagnoles vivent souvent sous le même toit, ce qui explique pourquoi du comment. Et aujourd'hui, ça concerne en France le milieu rural, où les personnes dans les campagnes, que ce soit à la ferme ou autre, il y a toujours, les familles restent regroupées, et donc il y a toujours quelqu'un pour s'occuper des aïeux. Voilà. Et est-ce qu'on peut faire le lien ou un pont, on va dire, entre le bien vivre, le bien vieillir et finalement le bien mourir? Oui, encore une fois, tout est lié. Il faut rester décent dans la prise en charge d'une personne vulnérable, puisqu'il ne faut pas oublier qu'en vieillissant, on devient vulnérable. Donc, pour moi, la décence, c'est quoi? C'est encore une fois de respecter les souhaits de la personne. Et justement, à vous écouter, donc, vous parlez de vulnérabilité, de fragilité, d'écoute. De quoi les personnes qui vieillissent, finalement, ont-elles le plus besoin, selon vous? De leurs proches. De leurs proches. En priorité. C'est pas toujours le cas. Voilà, je le regrette. C'est pas tout le temps facile. C'est pas tout le temps facile. Les personnes, moi je dis toujours que les personnes âgées sont isolées, avec ou sans famille. Voilà, puisque j'ai des cas, je peux vous le dire, de familles qui habitent proches de leurs parents et qui ne s'en occupent pas. Bon, après, c'est toujours des histoires familiales, on ne rentre pas dans cette ligne de compte, mais enfin, encore une fois, moi je me dis que cette génération, nos 80 à 100 ans, puisqu'on a beaucoup de personnes de 95 ans et plus, et plusieurs centenaires, les trois quarts du temps, ce sont des femmes. Voilà. Ces personnes-là souhaitent effectivement rester à domicile. Donc leurs enfants, effectivement, sont déjà âgés. Quand on dit enfants, c'est des gens entre 70 et 80 ans. Voilà. Après, c'est un parti pris, savoir, et je pense aussi l'éducation, savoir ce que ces parents, ces personnes âgées aujourd'hui ont inculqué en leurs enfants, à savoir qu'il fallait respecter, comme ils l'ont fait eux-mêmes pour leurs parents. Ça, c'est un phénomène de société, je pense. C'est une question d'éducation et de transmission aussi. D'éducation, de transmission. Tout ça se perd parce que c'est notre société qui veut ça. Je trouve qu'économiquement parlant, quand on devient âgé, on devient quelque part un boulet pour la société, puisqu'on est plus productif et qu'on coûte cher à la société. Donc je ne polémiquerai pas là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que rien n'a été fait par nos gouvernements successifs depuis plusieurs décennies pour gérer le quatrième âge. Nous, on est en phase, étant une association humanitaire, on n'est pas du tout sur le secteur commercial de l'aide à domicile. Et ce qu'on regrette, c'est de voir toutes ces personnes de quatrième âge qui n'ont plus les moyens d'une prise en charge cohérente et à domicile. Et finalement, vous évoquez là le quatrième âge, mais avant le quatrième âge, il y a le troisième âge. Avant le troisième âge, il y a aussi les jeunes retraités aussi. Et évidemment, après les plus jeunes générations. Mais finalement, de génération en génération, le fil conducteur, on parlait tout à l'heure du bien vieillir, voire même après du bien mourir, c'est aussi cette part d'humanité qui est très importante, c'est-à-dire de l'accompagnement psychologique d'une certaine manière, l'accompagnement émotionnel. Vous parliez tout à l'heure aussi de la présence des familles, de la communication entre la famille, du fait que justement les personnes seniors ou futurs seniors ont besoin aussi de contact, d'être écoutés, de parler aussi, d'exprimer leurs émotions. C'est un peu ça aussi le fil conducteur dont a besoin justement les personnes qui vieillissent, non ?
Oui, encore une fois, c'est un phénomène de société. Ce n'était pas comme ça il y a 20 ans. C'est ça. Voilà, tout ça se perd. Or, ce que je peux dire, de par mon expérience, c'est qu'on apprend énormément des personnes âgées. Voilà. Quant aux jeunes retraités, moi, j'en embauche dès que je peux, en tant que personne salariée et bénévole, parce qu'elles sont toujours, encore une fois, productives et très intéressantes de par leur expérience. Donc ça crée le lien intergénérationnel. Et c'est ça qu'il faut montrer à la personne devenue vulnérable, soit par sa maladie, soit par son âge, parce que oui, même au grand âge, on mérite d'être respecté. On fait partie d'une société, ce sont des personnes qui ont travaillé toute leur vie, et Dieu sait qu'autrefois elles travaillaient dur, qui ont cotisé toute leur vie. Donc c'est un dû, cette prise en charge est un dû. Et ce n'est pas du tout pris en compte par nos gouvernements. Je dis nos gouvernements parce que ça fait des décennies qu'ils se renvoient à la patate chaude. Voilà. La dépendance n'est pas prise en charge. Voilà. Seulement par le département, par le biais de l'APA par exemple, ou de la PCH pour les personnes en situation de handicap. Mais c'est loin de pouvoir suffire à une prise en charge globale et cohérente de la personne. Et vous avez évoqué rapidement le fait que justement les personnes âgées ont tellement de choses aussi à nous apprendre, à nous faire comprendre aussi, et d'où l'importance aussi de la parole, c'est-à-dire que de la parole et de l'écoute évidemment, mais de la parole, c'est-à-dire que au final, c'est important aussi que toutes les personnes concernées directement ou indirectement par finalement le vieillissement puissent s'exprimer, puissent partager. On parlait de transmission tout à l'heure, transmettre son savoir, son savoir-faire, son savoir-être aussi, ses expériences. C'est ça. Parce que finalement, ces personnes-là ont travaillé 30, 40, 50 ans dans un métier spécialisé. Donc voilà, ont aussi une manière de faire que n'ont pas forcément les plus jeunes générations. D'où l'importance d'échanger avec elles. Bien sûr. Et puis surtout au 4e âge, encore une fois, puisque je me dis que ce sont des personnes qui ont connu la guerre et qui ont connu le pire, les restrictions, la peur, etc. Elles ont énormément de choses à transmettre et j'estime qu'elles méritent d'avoir une fin de vie qu'elles souhaitent. Si elles souhaitent se maintenir à domicile, il faut qu'on leur permette financièrement et structurellement de rester chez elles. Et justement, en parlant d'ancienneté, est-ce que vous pensez que toutes les générations ont bien conscience de ce qu'est l'ancienneté, du vieillissement, c'est-à-dire la part aussi positive du vieillissement avec tout ce que ça comporte, mais aussi la part un peu plus compliquée ou un peu plus tabou qu'on n'ose pas forcément aborder dans la société, je pense comme ça à la solitude, à l'isolement. Vous parliez d'isolement tout à l'heure, au manque de lien social aussi, parfois aussi au manque de lien intergénérationnel. Et tous ces facteurs-là sont extrêmement importants justement pour la santé, on va dire pour la santé, j'allais dire la santé mentale, mais le bien-être de la personne aussi qui vieillit. Je pense tout le monde est concerné. Oui, dans notre société de consommation, je trouve que la vieillesse est devenue un sujet tabou. Je me l'explique par le fait qu'avant de mourir, on est vieux. Donc voilà, c'est devenu tabou, on n'en parle pas. Encore une fois, on est plus productif et on ne nous demande pas, au grand âge, de continuer à exercer sous quelque forme que ce soit. Moi, j'ai l'expérience de personnes entre 80 et 85 ans, des bénévoles de l'association, qui se rendent infiniment productif pour nous et qui nous permet du lien social avec des personnes qui sont chez elles, à mobilité réduite, etc. Tout le monde a sa place dans cette société. Tout le monde. Et justement, vous parliez de liens, de solutions aussi. Est-ce que vous avez, de par votre expérience, votre professionnalisme, quelques idées comme ça pour mieux accompagner aujourd'hui et demain les personnes qui vieillissent? Oui, j'en ai. On a parlé pendant des années de cohabitation intergénérationnelle. Le seul problème de la cohabitation intergénérationnelle, c'est que ça concerne l'hébergement de personnes, de jeunes en l'occurrence, d'étudiants, qui ne sont pas professionnels dans la prise en charge d'une personne dépendante.
Voilà, donc je veux dire que c'est juste une présence, et bien souvent nocturne. Voilà. Moi, je pense à de la cohabitation générationnelle. On est confronté, nous, à des personnes qui, depuis 40 ou 45 ans, sont en retraite et qui ont vu leur bas de laine fondre comme neige au soleil, qui se retrouvent à 90 ans sans liquidité. Donc certes, elles sont propriétaires dans notre région, elles sont propriétaires de maisons voire d'appartements. Le problème, c'est qu'elles n'ont pas suffisamment de revenus de retraite pour financer une prise en charge mensuelle à leur domicile. Moi, je pense à la cohabitation générationnelle parce qu'effectivement, il y a beaucoup de femmes veuves, encore une fois propriétaires de grandes maisons, et ça permettrait un regroupement, ce qu'on pourrait peut-être envisager comme de l'habitat partagé, mais il y a d'autres solutions. Il faut, je pense, que les personnes du même âge se regroupent. C'est le premier lien social qui est important de maintenir et c'est pas facile de le faire. Voilà. On le fait au sein d'accueil de jour, vous voyez, en EHPAD, de choses comme ça. Mais là, toutes sortes de pathologies sont représentées. Ce n'est pas nécessairement la tasse de thé de tout le monde. Voilà. Je trouve qu'il faudrait qu'il y ait, par le biais d'associations peut-être, voilà, qu'il y ait un regroupement générationnel de toutes ces personnes seules afin de rompre l'isolement. Et économiquement parlant, ça serait beaucoup plus intéressant pour elles, puisque, pour exemple, une auxiliaire de vie viendrait dans une maison où elle aurait 2 personnes âgées à s'occuper, voyez. Voilà. Ou même, vous parliez d'associations, mais ou même des entreprises, ou j'ai en tête comme ça, ou même des startups qui ont créé des entreprises d'aide intergénérationnelle, comme par exemple des partages d'expériences, des seniors qui partagent leur expérience avec des plus jeunes générations, ou alors effectivement des systèmes d'habitat ou de location de chambres ou au sein d'appartements ou de maisons. Mais effectivement, pour que ça soit pris en charge, il faut aussi une prise de conscience collective, à la fois des personnes concernées, il faut le vouloir, mais aussi des aidants, des familles et des plus jeunes générations. Il faut le vouloir, le formuler, le proposer. C'est aussi simple que ça. Très bien. Merci en tout cas beaucoup, Aline, pour ce moment, pour ce partage, cet échange et ces idées sur le sujet. Donc, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Très bientôt. Merci. Au revoir.